Bonjour Martine, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler d'un sujet que je maîtrise assez mal, je dois dire, mais je suis vraiment curieux d'entendre sur ce sujet et voir un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe autour de l'homéopathie, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut détecter, est-ce qu'on peut faire des mesures? Enfin, on va discuter de tout ça à son aise, mais d'abord, si tu veux bien te présenter pour qu'on sache à qui on a affaire. Bien, je m'appelle Martine Gilly-Goyens et je suis pharmacienne de formation. Et maintenant, je suis présidente d'une association qui regroupe les pharmaciens qui s'occupent d'homéopathie. Cette association s'appelle Pharmaceutical Association for Homeopathy, PharaHome. Dans ce cadre-là, je participe à un projet depuis plus de 10 ans, un projet de recherche qui s'appelle DINOM. DIN comme la dynamisation, HOM comme homéopathie. Et dans cette recherche, on fait la différence entre le médicament homéopathique qui a été dilué et dynamisé et le médicament homéopathique qui a été simplement dilué sans lui donner la dynamisation. La dynamisation, c'est quoi? C'est qu'on va secouer les flacons de manière verticale, comme ça, pour donner, c'est ce qui donne une force, quelque part, à la dilution homéopathique. Donc le traitement, simplement mettre le produit à l'intérieur n'est pas suffisant. On peut dire que c'est une manière de mélanger? Non, c'est plus que ça. La dynamisation, c'est plus qu'un mélange. C'est vraiment donner des succussions à la solution. Alors, pour préparer le médicament homéopathique, on part d'une souche. Cette souche peut être végétale, animale, minérale ou bien un chimique soluble. Et cette souche est mise en contact avec de l'eau ou de l'eau avec un titre d'alcool et on va après faire des dilutions dynamisation. Pour faire simple, je vais vous donner un type de dilution dynamisation, c'est les dilutions CH, ça veut dire qu'on va diluer 1 sur 100 et chaque fois secouer 100 fois entre chaque dilution. Et donc, quand on est à la 5CH, on a fait 5 fois la dilution 1 sur 100, chaque fois dans un flacon séparé. Et entre chaque dilution, on a secoué 100 fois le flacon sur quelque chose qui est comme du caoutchouc ou quelque chose sur lequel la bouteille peut rebondir. C'est un peu des secousses, quelque part. Des secousses, voilà, ce sont des succussions. Donc à la 30 CH, quand on est au bout des 30 dilutions, on a une concentration qui est 0,5901 en matière première qui se trouvait au départ dans l'eau. Et donc tout notre travail, ça a été d'étudier qu'est-ce qui se passe dans les flacons entre la teinture mère, si c'est une plante, et la 30e dilution, dynamisation. Bon, mais puisqu'on est entré dans le sujet, j'aimerais autant qu'on aborde cette fameuse question de l'homéopathie en tant que telle. On entend tellement de choses sur son efficacité, son inefficacité. Il y a même des gags et des humoristiques qui passent autour de ça. Est-ce que l'homéopathie est efficace? C'est vrai que l'homéopathie a été mise à toutes les sauces et qu'on entend beaucoup de choses sur les ondes à propos de l'homéopathie. Et est-ce qu'elle est efficace? C'est une très bonne question. En homéopathie, on va aborder les patients d'une façon vraiment différente de la médecine habituelle, en ce sens que l'homéopathe va demander au patient la façon dont il vit sa maladie. Par exemple, si quelqu'un a de la fièvre, eh bien, on ne va pas donner le même médicament homéopathique à tout le monde pour la fièvre, parce que chacun va exprimer sa fièvre d'une manière différente. Et par exemple, il y a des personnes qui vont transpirer beaucoup quand ils font de la fièvre, avoir une figure rougeoyante, des pupilles dilatées, une fièvre quand même assez abondante, et on va avoir des petits signes comme ça qui vont signer un remède. Celui dont je vous parlais là maintenant, c'était Belladonna. Mais vous pouvez avoir quelqu'un d'autre qui est paralysé par sa fièvre, qui est tout tremblant, qui ne bouge pas, qui n'a pas soif. La soif ou pas soif, c'est aussi important. Et avec un phénomène peut-être de peur ou de stress qui va demander Gelsemium. Et ainsi, nous avons peut-être 30 ou 40 remèdes différents qui peuvent soigner la fièvre. Donc le travail du médecin homéopathe, ça va être de repérer les symptômes particuliers de la personne
et ce, pas uniquement concernant sa fièvre, mais aussi concernant ce qu'elle a de plus original, concernant la façon dont elle se sent au niveau psychologique. Et tous ces symptômes-là vont être collationnés et vont être hiérarchisés pour déterminer quel est le remède de la personne qui va la sauver de sa fièvre, mais bien plus que de sa fièvre, parce que c'est la personne globale qui va être soignée, dans tous ces niveaux, que ce soit le niveau psychologique, émotionnel, fonctionnel et local. En dernier lieu, les symptômes locaux. Et donc, c'est extrêmement individualisé. Absolument. Donc, j'imagine que c'est difficile de mettre en place, d'une manière ou d'une autre, un test de validation pour dire, tiens, mais voilà, ça marche dans 99% des cas, ou moins, ou plus, ou n'importe, parce que, justement, c'est essentiellement individualisé. Oui. Donc les schémas habituels utilisés en médecine traditionnelle ne vont pas fonctionner aussi bien en homéopathie. Néanmoins, il y a des médicaments comme Arnica par exemple qui vont montrer statistiquement un effet dans tous les cas de meurtrissure, blessure, contusion, et qui donc vont pouvoir être objectivés. Et il y a des études qui sont faites, il y en a d'ailleurs de plus en plus. Et ces études sont aussi réalisées sur d'autres systèmes. Entre autres, il y a eu des études menées sur le développement des têtards avec des médicaments homéopathiques et où on peut objectiver statistiquement l'effet de certains médicaments sur leur développement. Il y a aussi eu des études faites sur les plantes et la croissance des plantes et la vitalité des plantes. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le développement de l'agro-homéopathie est vraiment très intense. Il y a beaucoup de pays qui y participent et les cultivateurs commencent à tester les médicaments sur leur culture pour pouvoir éventuellement éviter d'autres traitements et pouvoir donner plus de vitalité à la plante. Parce que quand on donne un remède homéopathique, c'est la vitalité globale de la personne qui est augmentée et dans notre cas humain, c'est notre immunité qui va être renforcée et notre vitalité profonde. Et donc quand un remède est bien ajusté et quand on a trouvé le bon remède de la personne, cette personne va se sentir mieux, mais sur tous les plans, pas uniquement la petite chose pour laquelle elle est venue ou la petite ou importante chose pour laquelle elle est venue. C'est nettement plus global. C'est plus global. En tout cas, avec les plantes et les têtards, j'imagine que l'effet placebo, c'est beaucoup plus difficile à provoquer. Bien sûr qu'il est moins évident. Mais est-ce que c'est juste ce qu'on dit tout le temps, que l'homéopathie, c'est le mal par le mal ? Ah non, pas du tout. Pour moi, pour étudier un médicament homéopathique, on va l'administrer à une personne saine et on va observer les symptômes qui se développent en prenant ce médicament. D'accord. Et donc on va ainsi établir toute une liste des symptômes qui peuvent se produire quand il y a une toxicité ou quand l'énergie, enfin non, j'aime pas de dire le mot énergie, mais l'influence de ce médicament a été donnée à l'organisme. La personne va développer des symptômes. Ces symptômes sont collationnés et on les donne d'ailleurs en aveugle à un échantillon de personnes et toutes les personnes vont dire tiens voilà, suite à la prise du médicament que je ne connais pas, qu'on est en train d'expérimenter, j'ai observé tel et tel symptôme et on va noter tous ces symptômes et donc ça va faire une image du médicament qu'on appelle, c'est la pathogénésie. C'est-à-dire tous les symptômes qu'on va observer chez le patient et qui vont être soignés par le médicament dilué, dynamisé. Ah oui. Ah oui, comme ça je l'avais pas vu. C'est une photo de remède et la photo du patient doit en tout cas se superposer suffisamment pour que le remède soit indiqué pour la personne. Plus l'image est semblable, mieux le médicament va fonctionner. Ah oui. Maintenant, si on revient peut-être pas nécessairement à l'application par rapport à un patient, puisque c'est vachement dédicacé, vachement individualisé, etc. Si on revient un petit peu à ce qui fait la contestation la plus grande, à mon sens, de l'homéopathie, c'est ces dilutions fait qu'à la fin, il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus rien dedans. Est-ce qu'on peut tester, est-ce qu'on peut mesurer ça ? Oui. En fait, ça a été notre projet, puisque dans le projet de recherche que nous menons, qui s'appelle donc DINOM, le but, c'est
justement de montrer qu'est-ce qui est différent dans les dilutions dynamisation homéopathiques par rapport à de l'eau. Par rapport, donc naturellement, qu'on fait des blancs, on travaille en même temps avec l'eau ou avec le solvant qu'on a utilisé pour faire les dilutions, pour voir la différence entre le médicament homéopathique et de l'eau qu'on aurait dilué, dynamisé, par exemple. Et la première chose qu'on a utilisée, c'est de la résonance magnétique nucléaire, parce que ça a déjà été utilisé dans d'autres laboratoires en Europe. Et la résonance magnétique nucléaire, pour faire comprendre à la majorité des personnes, c'est ce qu'on utilise aussi pour détecter, entre autres, des cancers dans le corps humain, parce que on peut différencier le tissu cancéreux des autres tissus humains. Bien, ici, avec l'eau, on va pouvoir différencier de l'eau qui contient un médicament homéopathique par rapport à de l'eau qui n'en contient pas. Et on mesure ainsi la résonance magnétique de toutes les dilutions, l'une après l'autre, et on va obtenir une courbe qui montre que cette courbe-là n'est pas la courbe de l'eau pure qu'on aurait diluée. Et il y a aussi une courbe significativement différente si le produit a été secoué, dynamisé, ou bien s'il ne l'a pas été. Donc ça, c'est devenu une vérité scientifique, et donc maintenant, il est interdit de dire « il n'y a rien ». C'est pas vrai, il y a quelque chose de différent, et cette différence est montrée par ce système-là. Et pour bien comprendre comment on peut détecter qu'il y a quelque chose, c'est quoi? C'est un microscope? Ah non, c'est un appareil de résonance magnétique nucléaire, c'est un temps de relaxation. Donc, ce serait compliqué d'expliquer ça pour, disons que la majorité des personnes, mais on voit c'est un temps de relaxation, c'est-à-dire qu'on va exciter le côté magnétique de l'eau, et le temps de relaxation verticale et le temps de relaxation T1 et T2 vont être mesurés, et ce temps de relaxation va être différent quand il y a un produit dilué dynamisé. Et donc il y a un appareillage avec la dilution qui est dans une éprouvette ou je ne sais pas, dans un tube, et alors des mesures qui vont évoluer dans le temps. Oui, c'est ça. C'est une courbe. Pour chaque dilution, il y a une courbe. C'est fait dans un laboratoire universitaire. C'est à Mons qu'ont été faites ces analyses-là. Et c'est vraiment, entre guillemets, reproductible. C'est-à-dire que si vous faites le même genre de manipulation, dynamisation, vous arrivez à des résultats similaires. Oui. Et ça a été reproductible au point que les mêmes résultats ont été trouvés dans des laboratoires dans d'autres pays européens, et que donc, comme ça a été vérifié par d'autres équipes, fait par d'autres personnes, et les préparations faites par d'autres, on peut dire maintenant que c'est une vérité scientifique. D'accord, ok. Et maintenant, quelles sont les perspectives par rapport à ce genre de recherche? Donc ça a été notre première étape. Mais après, nous avons travaillé sur d'autres techniques pour montrer aussi la différence entre le solvant, les produits dilués dynamisés ou les produits simplement dilués. En fait, si je viens maintenant vous expliquer notre projet, c'est parce qu'on est arrivé à un stade particulier. Il y a 10 ans, on a eu l'occasion d'aller faire des mesures d'analyse électrophotonique. Qu'est-ce que c'est l'analyse électrophotonique ? C'était un prototype qui se trouvait près de Toulouse, et nous sommes allés d'ailleurs avec le professeur Marc-Henri, et cet appareil avait été mis au point par un monsieur qui s'appelle Monsieur Vieilledent, et on a pu mesurer l'émission lumineuse de gouttes d'homéopathie et de granules homéopathiques. Et donc, ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'on avait aussi une lumière émise sur les granules. Ça veut dire que quand on a imprégné la solution sur les granules qu'on prend pour se soigner, eh bien, le message de luminescence se trouve aussi sur le granule. Et donc, la technique de ce prototype, c'est on laisse la petite goutte au bout d'une pipette et on va y mettre 11 000 volts, et ça va exciter les électrons, et les électrons après retombent à leur état d'origine en émettant une lumière. Cette lumière se trouve dans le spectre UV, et ça donne de très jolies images, et les personnes qui travaillaient dans ce laboratoire nous ont dit que les images émises par l'homéopathie étaient les plus belles qu'ils avaient jamais vues. Donc ça nous a confortés, on s'est dit mais c'est magnifique de voir enfin quelque chose sur le produit fini. Eux-mêmes utilisaient cette technique chez les viticulteurs
avec des gouttes qui provenaient par exemple d'un grain de raisin. La goutte de ce grain de raisin émettait sa lumière, mais si la vigne allait tomber malade, cette lumière était altérée. On est d'ailleurs toujours d'abord malade dans notre subtilité avant que cette maladie ne se mette dans le corps humain. Ouais. Et donc les viticulteurs savaient à ce moment-là s'il fallait ou pas pulvériser sur leur vigne. Donc ça a été un outil qui a été utilisé dans ce sens. Et nous, on arrivait avec nos solutions d'homéopathie, mais on a été vraiment interpellés par les résultats qu'on observait. D'ailleurs, a posteriori, on n'a pas pu tout de suite publier à ce propos-là parce que la machine n'était pas validée. Mais nous avons fait des quantités d'images et ces images ont ensuite été analysées en Amérique du Sud par l'IA. On avait 2 remèdes homéopathiques qui avaient été comme ça mesurés à toutes les dilutions et l'IA a reconnu les remèdes homéopathiques l'un et l'autre différents, rien que sur base des images, c'est de l'analyse d'images à 95%. Donc c'est quand même assez remarquable. Donc on voit d'abord que même à des très hautes dilutions, jusque 50 000 fois dilué, dynamisé, on a une image qui reste l'image du médicament qui a été mis au départ dans l'eau avant de diluer autant de fois et de dynamiser autant de fois. Impressionnant. Donc ça c'est aussi assez, je trouve moi, époustouflant. Ouais. Et donc à l'heure actuelle, cette machine-là, la première que nous avons utilisée, a disparu. Pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais cette machine a disparu. Et donc maintenant, on a la possibilité de faire refabriquer cette machine, mais de manière validable. Et pour ça, on s'est adressé à une entreprise qui s'appelle Chimesis, qui est localisée à Bierge, ici en Belgique, et qui nous a remis un devis de 125 000 €. Et donc notre but, c'est de réunir cette somme afin de pouvoir avoir cette image sur les produits finis homéopathiques. C'est ça, donc c'est un crowdfunding qui vise à, j'allais dire récupérer, mais non, c'est concevoir une machine qui, elle, a des résultats validés ou validables, je ne sais pas comment on le dit, qui permet de refaire ce que vous avez déjà fait, mais d'une manière plus formelle en fait. Oui, et aussi de le faire sur beaucoup plus de médicaments différents, de pouvoir faire... parce que là, on a travaillé pendant 1 semaine, mais si on avait la machine maintenant accessible pour nous pendant des mois, on pourrait vraiment la valider, prouver et faire des tas de tests contre des neutres ou contre des... simplement le diluant, dilué, dynamisé, on pourrait faire des tas d'études, parce que c'est une mesure qui se fait quand même assez rapidement. Et puis le grand intérêt aussi, c'est qu'on a une vision sur le produit fini. En homéopathie, toutes les validations se font sur le processus de fabrication, mais ici, on aurait vraiment accès à la qualité du produit fini, et même des granules. Donc c'est vraiment un outil qui a un potentiel énorme, et pas seulement en homéopathie. Peut avoir un potentiel vraiment important pour tout ce qui est viticole, comme je l'ai déjà expliqué, mais aussi dans l'agroalimentaire, sur la qualité des aliments, je suis sûre qu'une goutte de jus de carotte qui a été préparée, des carottes qui ont poussé avec les pesticides, ou des carottes qui ont poussé en bio, ou même en biodynamie, vont donner des images qui vont peut-être avoir une qualité différente. Mais c'est à prouver. Oui, ok. Et c'est passionnant parce qu'en fin de compte, quand on écoute un petit peu autour de nous, il y a les pour et les contre. Hein. C'est très clivé, de plus en plus, très polarisé. Et ici, on a enfin quelque part, enfin en tout cas pour moi, qui ne connais rien à cette matière, une véritable opportunité de démontrer que d'un côté, c'est pas la croyance et de l'autre côté, la science, mais qu'en fait, il y a une démarche scientifique de validation. Même si intuitivement on peut dire ah oui les dilutions etc. Non, en fait il y a vraiment un procédé de validation de présence de la qualité ou de la nature, je ne sais pas comment le dire, de ces produits qu'on intègre dans le produit fini, comme tu dis, la gélule finale qu'on pourrait dire, et qui permet de mesurer ça, mais d'une manière rigoureuse. Oui, et répétitive. Et donc, on a déjà eu des résultats. Sur le chemin de la recherche, nous avons fait d'autres étapes.
Et entre autres, nous avons lyophilisé, c'est-à-dire qu'on a séché une quantité de dilution homéopathique et la poudre que nous obtenons, parce que pendant la dynamisation, quand on fait ces succutions, en fait, le solvant est en contact avec le CO2 de l'air, avec le flacon, et donc il y a arrachage de certaines impuretés qui viennent de la bouteille et du CO2 qui vient de l'air. Et donc on a mis en évidence que dans la solution, il y a formation de bicarbonate de soude, à cause du CO2 de l'air et à cause du sodium qui vient du verre. C'est assez logique. Mais aussi une différenciation des ions qui sont présents dans les solutions selon le médicament qui a été mis au départ. Donc, par exemple, si on fait des dilutions de belladonna, on va avoir certains ions qui se retrouvent dans la solution. Si je fais une dilution de cuprum metallicum, je vais avoir d'autres ions dans la solution, et ça va se reproduire dans toutes les dilutions jusqu'au moment où on n'a plus que 0,5901 de concentration. Néanmoins, dans la solution, les impuretés vont avoir une architecture et les physiciens quantiques appellent ça le champ de cohérence. En fait, eux nous rejoignent tout à fait dans la compréhension, parce que pour eux, c'est assez évident qu'il s'agit de cela. Et nous, ce qu'on voit, c'est que la lyophilisation montre des formes différentes. Par exemple, toutes les lyophilisations, donc le séchage de toutes les solutions de cuprum, depuis le 1CH jusqu'au 30CH, montrent la même architecture dans le lyophilisa. Et si on prend à côté gelsémium ou silicea, dans les dilutions dynamisation, on va avoir une autre architecture. Et on retrouve la même dans toutes les dilutions, jusque les plus hautes dilutions. Donc ce n'est pas la présence de matière qui fait cette architecture, c'est plutôt une forme ou un champ de cohérence, comme disent les physiciens, qui s'installe dans l'eau et qui fait que si ça sèche, cette forme va se montrer là en microscopie électronique. Et ça a été fait en double aveugle, enfin en aveugle plutôt, à l'université, à l'UCL, chez les ingénieurs, qui étudient la matière. Donc en conclusion, en fin de compte, là, aujourd'hui, vous avez lancé un crowdfunding pour rassembler les fonds pour enfin pouvoir construire cette machine qui va produire des résultats validés ou validables. Et pour ça, bien sûr, il faut rassembler des fonds, mais c'est ce qui permettra véritablement de passer, enfin, en tout cas pour moi, béotien, de passer de l'homéopathie comme une forme de croyance, etc., à quelque chose de concret, scientifiquement démontré. C'est déjà le cas, mais enfin, je pense que ça ne s'entend pas. En fait, personnellement, moi, c'est une première découverte de voir qu'en fin de compte, il y a quand même un travail sérieux depuis déjà pas mal d'années, et que ceci va permettre d'aller encore un peu plus loin. Tout à fait. Parce que vous aurez... Avoir à l'appareil à demeure vous permettra de faire beaucoup plus de tests que simplement ponctuellement comme ça à gauche ou à droite, quoi. Oui. Oui, en fait, on a fait un test approfondi à l'époque, il y a 10 ans, mais maintenant, on voudrait vraiment... notre étape suivante, c'est de multiplier les tests avec cet outil-là. Et en fait, ici, on va faire construire un prototype, et c'est pour ça qu'il nous faut ces fonds, mais après, il y aura probablement une start-up quelque part qui va pouvoir vendre cette machine, on va en fabriquer plusieurs après ça, et ça va servir dans d'autres domaines que simplement le domaine homéopathique. Oui, tu l'as dit pour les vignes, par exemple. Par exemple, ça pourrait être ça, mais ça pourrait encore être beaucoup d'autres choses. C'est ça. Et donc, en fait, que peuvent faire les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent pour pouvoir contribuer à cette démarche pour le moment? Eh bien, moi, je lance un appel à tous ceux qui nous entendent afin de nous soutenir pour réunir cette somme. On a déjà atteint, je pense qu'on est à peu près à 50 000 €, mais il nous en faut 125 000. Et donc, tous les petits dons, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et qui que ce soit qui veuille nous soutenir dans ce projet-là, qui peut quand même changer la donne sur pas mal de choses dans l'humanité, je trouve. Voilà, moi je suis vraiment... Je me fais là intermédiaire et je demande pour cette recherche que vous fassiez un geste pour nous, voilà. Ouais. Eh bien voilà un sujet passionnant et je suis vraiment enchanté d'avoir pu t'entendre sur ce sujet.
complètement mystérieux pour moi, mais au moins on retrouve cette dimension scientifique qui pour moi est nécessaire dans ce domaine-là pour mieux convaincre, mieux expliquer tout simplement. Je pense que c'est très important pour la reconnaissance de l'homéopathie, qu'on passe par ce côté scientifique et montrer la différence vraiment dans les dilutions, fondamentalement, ce qu'il y a dans les dilutions qui est différent. C'est un des positionnements de l'homéopathie vraiment très important à faire de façon scientifique, à côté bien sûr de tout le côté clinique et de tout le côté expérimentation sur le vivant, qui doit être complémentaire. Les deux doivent se compléter. Et qui se font de plus en plus. Le nombre maintenant de publications au niveau homéopathique a augmenté de façon exponentielle, parce que justement nous sommes mis en question et franchement, on sent vraiment parfois une force qui a envie qu'on disparaisse quelque part. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment inenvisageable parce que c'est un moyen de se soigner qui respecte le vivant et qui n'a pas d'effets secondaires comme les molécules isolées. Et ça, c'est le grand avantage de l'homéopathie. Et aussi la globalité de l'être qui est prise en compte. Au lieu de prendre la loupe sur le bout du doigt pour une infection, ben non, on va tenir compte de la globalité de la personne. Holistique. Holistique, exactement. Un sujet super passionnant. Encore une fois, merci beaucoup. Vous allez trouver, si vous regardez la vidéo sur YouTube, dans la description, toutes les informations concernant ce crowdfunding. Et si vous visionnez la vidéo à partir d'un site, sur le site lui-même, vous allez trouver aussi toutes les informations. Merci beaucoup, Martine. Merci, Christian. C'est très gentil de m'avoir permis d'exprimer tout ça. Avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. Au revoir.